Bonjour à tous. Stéphane Bunouf, je me présente, président du groupe Asterios. On va parler ensemble, parce que je vais vous faire participer un petit peu à la fin, de financement de l'innovation et du financement global de l'innovation. Il y a quelques années, j'étais dans la réflexion de me dire que dans ce foisonnement d'idées qu'il y a autour de nous dans le monde, je me serais bien lancé dans l'aventure de start-up. J'y avais pensé. Je m'étais dit quel type d'idée géniale on peut avoir pour porter un projet, fédérer une équipe et aller porter comme ça une idée sur un marché, la présenter à des gens. Je trouvais ça assez fascinant. J'ai eu quelques idées que je trouvais assez bonnes, mais manifestement, je ne les avais pas assez tôt. Donc à chaque fois que je vérifiais si je pouvais aller porter ce projet, je pense que d'autres avaient eu l'idée un petit peu avant moi. Ça m'a amené à discuter beaucoup avec des startups de mon environnement, avec des gens qui n'étaient pas forcément des startups, qui étaient des PME, qui étaient des ETI, qui étaient des groupes, qui étaient engagés dans des processus d'innovation. Et à un moment donné, c'est imposé à moi une évidence, c'est que le nerf de la guerre sur cette activité ou sur ce domaine de l'innovation reste finalement le même que le nerf de la guerre de tout projet d'entreprise, c'est l'argent, c'est le financement. Il y a tout un tas de structures qui effectivement, ou tout un tas d'équipes qui voulaient porter des projets, mais dont la limite venait non pas seulement d'aller trouver des clients, d'avoir la bonne idée, mais à un moment donné de savoir financer tout ça, de le financer intelligemment et de pouvoir donner corps à leurs idées et de s'équiper en termes de ressources, équipes et autres. Je pense que d'ailleurs, il y a un certain nombre d'idées reçues sur tout ça aujourd'hui qui sont parfois véhiculées et à qui on peut tordre le cou assez vite. Je vais vous en donner une et j'espère que je vais vous en donner quelques autres pendant le pitch. La première, c'est que on a l'impression que sur cette nouvelle ère du digital, du numérique, c'est finalement pas très cher de monter une entreprise. On entend presque partout le fait que vous avez deux bonhommes dans une pièce, vous avez un ordinateur, vous avez la fibre, et puis roule avec quelques milliers d'euros, on développe un projet, un logiciel, quelque chose. Finalement, la réalité qui s'impose très vite à tous, elle est un petit peu plus complexe que ça, parce que quand vous allez vouloir développer des équipes de qualité, vous allez vouloir vous donner un certain nombre de moyens. Très vite, vous vous rendez compte que il faut regarder un peu ce qui va se passer en termes de financement, comment on va aller chercher effectivement du carburant à mettre dans la machine, et c'est pas une histoire aussi simple que ça. En plus, on sait qu'on a plusieurs sources ou grandes sources de financement possibles, qui sont d'un côté les financements publics, et là, il y a une idée qui par contre est vraie, qui est validée. En France, aujourd'hui, quand vous innovez, alors quand vous êtes une start-up, mais également quand vous êtes un groupe, on a un contexte extrêmement favorable pour aller chercher du financement public. Je donnerai un exemple que beaucoup connaissent, qui est le crédit d'impôt recherche, qui est un dispositif que le monde entier nous envie, à tel point que des multinationales de tout pays, du Japon, des États-Unis et d'ailleurs, viennent s'installer chez nous, viennent déployer des effectifs de R&D en France, parce que ce dispositif vient permettre financièrement d'amortir de façon inédite dans le monde les frais de R&D pour développer les projets que toute taille ou tout type de structure souhaite développer. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, parce que on entend souvent que la France n'est pas le pays dans lequel c'est le plus simple d'entreprendre, mais sur cette partie du financement, sur le financement public, on n'est pas mauvais. Alors, il y a une deuxième grande tendance aujourd'hui que vous avez pu observer, et les uns les autres également, c'est que sur le financement privé, si on avait un retard peut-être important en termes de VC, en termes de capitaux sur le territoire français, on a aujourd'hui une tendance qui est nettement à la hausse, à tel point d'ailleurs que ça devient presque un peu gênant. On finit par communiquer plus sur les levées de fonds que font les différents projets aujourd'hui, parfois plus que sur les projets eux-mêmes, voire sur les nouveaux marchés qu'ils ont conquis. Et ça, je dirais que c'est une idée importante. On va bien sûr parler de financement et des sources de financement hors chiffre d'affaires qu'une structure peut générer aujourd'hui. On reste bien d'accord sur le fait que la meilleure façon d'aller générer du financement pour une entreprise, c'est d'aller à la rencontre de son marché, de ses clients, et donc d'aller transformer une bonne idée en la rencontre d'un marché et un projet économique qui soit évidemment durable et qui tienne la route. Et puis, vous l'avez vu, il y a une troisième tendance qui est celle du crowdfunding. Donc là, on a le financement par la foule, c'est-à-dire par une masse de particuliers, et pas seulement d'ailleurs. Et là, on a tout un tas de possibilités. Alors, ce qui est un peu étonnant, et là on s'en rend compte aussi au fur et à mesure qu'on avance, Asterios, nous, on a financé à peu près 150 projets en un peu plus de 5 ans. On en a rencontré au moins 2 fois plus, on discute beaucoup avec les startups, avec les groupes et autres. Et il y a quelque chose, une idée qui est quand même assez dérangeante, c'est que tout le monde s'accorde à dire qu'effectivement, financer et bien financer son projet est effectivement stratégique pour l'entreprise, mais là où beaucoup de structures ont
Une stratégie commerciale, évidemment, allez-vous me dire, une stratégie de recrutement, et ainsi de suite. Eh bien, la plupart de structures n'ont pas de vraie stratégie de financement. C'est-à-dire qu'en gros, de façon un peu opportune et régulière, on va à des événements, et puis tiens, je suis allé à la CCI, j'ai rencontré le chargé d'affaires BPI, ce serait peut-être intéressant qu'on regarde s'il n'y a pas une subvention à attraper. J'ai discuté avec quelqu'un qui était chargé d'affaires d'une plateforme de crowdfunding. Ouais, je ne pense pas que ça s'adresse à nous. Nous, on est en B2B, probablement que c'est pas fait pour nous. Mais à la limite, j'ai pas poussé plus loin que ça la question. C'est effectivement ce chargé d'affaires qui m'a convaincu ou pas que c'était intéressant d'y aller. On se représente aussi le financement bancaire comme quelque chose de parfois un peu galvaudé. On dit aujourd'hui la banque, alors rechigne un peu, elle est vers les projets innovants, elle est financée, et peut-être qu'elle a un nouveau rôle, et peut-être que toutes les banques ne portent pas le même discours et le même projet. Et puis évidemment, je ne parle pas du financement public, où on entend des choses encore plus compliquées et plus négatives. Reparlons du fameux crédit d'impôt recherche, qui est donc une opportunité fantastique, hein, j'appuie dessus. Il s'avère que sur ce crédit d'impôt recherche, nous, on a des gens qui nous disent non, mais le crédit d'impôt recherche, on n'y va pas. Vous savez ce que c'est, l'administration française, elle passe son temps à reprendre d'une main ce qu'elle a donné de l'autre. Alors, l'année dernière, l'administration française, elle a donné d'une main un peu plus de 5,5 milliards d'euros et elle n'est pas partie pour les reprendre, et ça fait plus de 30 ans que ça dure. D'accord ? Donc, les articles de journaux qu'on a pu voir d'ailleurs par le passé, qui titrent parfois le crédit d'impôt recherche, un suicide pour les PME, et c'est vrai, vous pouvez regarder dans les archives, c'est un titre qu'on a vu régulièrement. Ce dispositif aujourd'hui donne du temps, de l'air à un certain nombre de projets, que ce soit d'ailleurs une fois de plus des projets de start-up comme des projets de groupe, pour aller effectivement investir dans des projets d'innovation. Et oui, c'est compliqué à monter, oui, il y a des contrôles, et oui, il y a pu y avoir de la casse, mais en solde net pour les entreprises, je pense que c'est un dispositif qui est extrêmement favorable au soutien de l'innovation. Donc on a comme ça tout un tas d'idées reçues. Et puis, de façon opportune, de temps en temps, on se dit, bon, bah là, on a quelqu'un qui est à l'aise sur tel ou tel sujet, on va aller chercher telle ou telle source de financement. Et puis, parfois, on est moins à l'aise sur d'autres sources de financement, on n'y va pas. Et puis, on se dit, bon, on a composé notre enveloppe, on s'est débrouillé comme ça. Alors, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage parce que, de la même façon que vous comprenez bien l'utilité de conduire une stratégie et d'animer une stratégie de développement commercial, s'il n'y a pas une stratégie à aller chercher un certain nombre de financements, vous allez vite vous rendre compte que ce soit les financements publics, et d'ailleurs entre eux, que ce soit les financements privés ou d'autres sources de financement comme le financement participatif, chacun de ces financements ou chacune de ces sources de financement va pouvoir interagir ou va interagir sur le fait que vous puissiez effectivement récupérer une autre source de financement. La plupart de ceux qui sont ici, je pense, le savent. Si vous avez porté des projets d'entreprise, il y a encore là un certain nombre d'idées reçues. Il y a des gens qui vous disent, moi je vais monter une start-up, on a mis un capital social à 3-4 euros, et puis on va faire comme les collègues qu'on connaît, on va chercher des subventions. Alors mauvaise nouvelle, y compris pour aller chercher une subvention publique en France, il va falloir présenter un certain niveau de fonds propres. Ça veut dire qu'à un moment donné, la stratégie que vous allez avoir sur le dimensionnement des fonds propres de votre entreprise va conditionner la possibilité d'avoir certains financements publics, d'avoir des financements bancaires, et va très clairement jouer sur l'examen de votre projet par des banques, par des plateformes de crowdfunding et autres. Donc ça vous montre déjà qu'à un moment donné, le fait de travailler une source de façon construite et réfléchie va vous permettre de faire ce qu'on appelle des effets leviers et de vous dire, ok, j'ai cette source de financement, je vais pouvoir aller en chercher d'autres. Alors petit aparté, là, j'avais 20-25 minutes de présentation à vous faire. Si j'avais voulu faire le catalogue de l'ensemble des dispositifs de financement public, privé et crowdfunding qui sont à destination et qui sont à disposition des entreprises aujourd'hui, je serais venu avec un annuaire, on aurait fait les 5 premières pages et je serais reparti et on aurait partagé, je pense, une frustration importante. Donc l'idée est plus d'essayer de vous sensibiliser sur tout ça et de vous dire il y a plein de sources de financement possibles, on a des choses à aller chercher et il va falloir aller les chercher de façon construite. Et ensuite, vous pourrez aller effectivement compléter tout ça par un certain nombre de lectures pour voir vers quelle piste vous vous tournez. Si on en revient à l'interaction des dispositifs, je vais vous donner un autre exemple qui est assez intéressant dans le monde des startups. Vous connaissez peut-être ou sûrement le statut de jeune entreprise innovante. Le statut de jeune entreprise innovante, il vous permet effectivement de réduire de façon importante les charges de vos personnels en R&D les premières années, et il vous permet aussi de réduire votre IS sur les premières années que vous avez de bénéficiaires. Sauf que ce statut est conditionné à un certain nombre de critères, qui sont pour certains assez techniques ou liés à la R&D, mais il est aussi conditionné à la détention capitalistique et partenariale. Alors pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que dans les clients qu'on accompagne, et on ne les accompagne pas forcément sur tous les sujets simultanément, on a un client qui, il n'y a pas très longtemps, a bouclé une levée de fonds
Et sur un petit montant, parce que ça pouvait être une première levée, pour 150 000 euros, change sa détention capitalistique et fait que la personne, qui est une personne morale, qui rentre au capital de cette structure pour une somme de 100 à 150 000 euros, vient faire qu'il y a une détention d'une personne morale dans cette structure de plus de 25%. Et pas de bol, dans ces cas-là, vous avez de fortes chances d'aller perdre votre statut de jeune entreprise innovante, qui, en l'occurrence, faisait économiser à cette structure plus de 200 000 euros par an. Et ceci était possible pendant 8 ans. Donc d'un côté, on dit hurrah, super, on a réussi notre première levée de fonds et on amorce la pompe pour la suite. Et en fait, à côté de ça, vous avez perdu un avantage sur un financement public qui est nettement supérieur à celui que la levée de fonds vous a conféré en termes de capitaux propres immédiatement. D'accord? Donc tout ça nous amène à dire construisez et réfléchissez avant à l'impact des dispositifs les uns par rapport aux autres, pardon. Essayez de voir effectivement comment vous allez séquencer les financements dans le temps les uns après les autres, parce que l'impact d'un financement sur un autre peut être important, et vous pouvez pour le coup, vous, avoir vidé de son sens un financement possible en étant allé chercher une autre source de financement. Donc ça, c'est important. Alors, il y a une deuxième idée à laquelle on est chez nous assez attaché, c'est qu'on est persuadé que tout ça, financer son entreprise, aller chercher de l'argent, c'est en général donner du temps à une équipe, à un projet d'entreprise, de réussir à animer un certain projet, à aller le porter sur un territoire. D'accord ? Sur les premières levées, sur une deuxième levée, sur du financement public. Parfois, on finance directement la R&D. Donc, on est juste en train de dire, pour l'instant, il n'y a pas de chiffre d'affaires ou suffisamment de chiffre d'affaires pour aller déployer notre projet. Et on va se donner du temps. Évidemment, il y a des projets où il y a des financements, ou des sources de financement qui permettent de dire parce que je vais me développer à l'international, parce que je veux accélérer, parce que effectivement je veux agrandir mon développement sur un territoire national, là je vais avoir aussi effectivement un sujet de financement qui va être particulier. Mais dans un certain nombre de cas, on va effectivement aller chercher du temps. Et pour aller chercher du temps, assez vite, on l'a dit tout à l'heure, la question des fonds propres va être une question fondamentale. Que vous ayez voir le banquier privé, quels que soient les organismes, que vous alliez voir la BPI, donc la banque publique de l'innovation, que vous alliez discuter avec un certain nombre d'interlocuteurs, en gros, le discours qui va vous être fait, c'est de dire attention, vous cherchez des financements, vous voulez nous embarquer dans une aventure avec vous qu'on trouve séduisante et sympathique. Sauf que on n'ira pas nous prendre de risques plus que vous avez souhaité en prendre sur votre projet. Et en gros, dire j'ai fondé ma structure et j'ai mis 3 euros de capital social, c'est un signal assez négatif que vous donnez à un certain nombre de partenaires en disant moi j'avais pas trop d'argent et je prends pas trop de risques, et puis on va voir qui veut bien prendre du risque sur mon projet. Donc forcément, à un moment donné, tout le monde va vous renvoyer vers cette question des fonds propres et dire soit personnellement, soit avec votre entourage, soit avec un certain nombre d'interlocuteurs, vous allez devoir dimensionner un petit peu ces fonds propres pour pouvoir faire ce qu'on appelle des effets de levier. Ceci étant dit, beaucoup l'ont bien compris. Sauf que ça donne une équation un peu bizarroïde. Et nous, on voit beaucoup de structures qui viennent pitcher devant nous avec une espèce de syllogisme assez curieux, qui est le suivant. J'ai besoin d'1 million d'euros sur mon projet, je vais faire une levée d'1 million. Entendu par nous et discuté, j'ai besoin d'1 million, je vais faire une levée de fonds propres d'1 million. Et là, par contre, ça pose un deuxième problème. Parce qu'on l'a dit, on croit beaucoup au fait que ce sont les entrepreneurs qui vont faire le succès de leur entreprise. Bien sûr que l'association avec d'autres va permettre un certain succès et permettre parfois de grandir, d'acquérir de la maturité, des contacts avec de nouveaux marchés. C'est aussi ça une levée de fonds. C'est une vraie aventure humaine. On a des partenaires, on a des associés et c'est quelque chose qui permet de déployer plus rapidement son projet. Ceci étant dit, si les porteurs de projets se retrouvent dans une situation où très vite ou trop vite, ils vont se faire diluer, on est d'accord qu'ils vont perdre très vite le pouvoir de dire « moi j'avais cette vision ». C'est un peu ce que tout chef d'entreprise, je pense, vit à un moment donné, c'est l'alignement des planètes. C'est-à-dire qu'on se dit, je vois bien ce produit ou ce service sur tel marché, vendu de telle façon, voilà, et là j'y vais, et c'est cette espèce de symbiose, ou c'est cette cohérence qui va faire qu'on a un vrai succès dans le projet d'entreprise. Si par contre, vous vous retrouvez en minorité, à un moment donné, vous allez avoir discuté chaque aspect de cette vision, et ça va faire qu'à un moment donné, vous n'êtes pas à même d'aller porter ce projet comme vous l'auriez souhaité. Et donc, la logique qui veut dire, ou qui vous conduit à dire j'ai besoin d'1 million, je fais une levée d'1 million, va très souvent au départ vous amener à être très vite en position d'associé minoritaire ou en tout cas avec un faible pouvoir dans l'entreprise. Or, pour nous,
L'intérêt d'avoir effectivement construit une stratégie globale de financement va être de dire, j'ai besoin d'1 million, quelle enveloppe je peux construire pour arriver à effectivement collapser un certain nombre de financements et arriver à cette enveloppe d'1 million en évitant effectivement la dilution. Pas totalement, parce qu'une fois de plus, s'associer avec un certain nombre de personnes dans une équipe, c'est toujours bénéfique pour un projet d'entreprise, mais comment je construis ça intelligemment avec un bel équilibre pour que sur une deuxième, une troisième levée, je puisse toujours être aux manettes et aux commandes de la structure. Au passage, on s'étonne souvent en France qu'on n'ait pas suffisamment de licorne. Il y a tout un tas de raisons qui sont déjà invoquées sur un tas de conférences que j'ai pu voir. On parle assez peu de ça, c'est-à-dire du fait que les entreprises se diluent très très vite au départ. Donc en step 2, en step 3, il n'y a plus de licorne possible. Un groupe ou une structure d'investisseurs est venu, a pris une position majoritaire dans une entreprise et pour le coup, terminé pour la licorne. La licorne sera intégrée à un projet plus gros et ça disparaît. Donc l'idée va être de dire, j'ai besoin d'1 million certes, mais comment je compose cette enveloppe de façon intelligente pour dire, à un moment donné, ce million, il va se décomposer en financement public, financement privé, voire financement participatif. Et là, on commence à avoir le début d'une réflexion stratégique qui nous conduit à dire, si je prends finalement le sens même du financement public, l'État français s'est dit à un moment donné, il y a une fuite des cerveaux vers les États-Unis, vers les pays d'Europe du Nord et ainsi de suite. Il y a un certain nombre de problématiques qui font que dans le ranking mondial de l'innovation et des investissements privés, on n'est pas très bien connoté. Alors on peut toujours parler aujourd'hui de la communication de la French Tech et autres qui est spectaculaire, mais derrière, si on regarde les investissements privés dans l'innovation, on n'est pas encore dans le top mondial. Donc l'effort a été de dire, il faut qu'on aille promouvoir la recherche privée, donc la recherche dans les entreprises, les petites, les moyennes, les plus grandes, et donc on les incite. D'où le CIR, d'où la BPI, d'où le CI, d'où le statut JUI, d'où tout un tas d'autres dispositifs. Mais si on revient là-dessus, ça veut dire que si vous examinez, vous, le spectre des financements publics qui se présentent à vous, en fait, on raisonne en termes de droits. Les financements publics sont ceux auxquels vous pouvez prétendre parce que, tout simplement, vous y avez le droit. Donc à un moment donné, se passer de l'analyse de tous les droits possibles sur l'éventail des financements publics de votre projet, que vous soyez d'ailleurs petite, moyenne ou grande entreprise, c'est se tirer une balle dans le pied en termes concurrentiels, parce que je peux vous assurer une chose, la plupart de vos concurrents y vont eux. Donc d'entrée de jeu, vous pouvez toujours dire après sur le pricing et autres, on va essayer de créer quelque chose qui va nous faire gagner un marché, mais on va céder des points de marge et ainsi de suite. Et par contre, très souvent, cet aspect-là des possibilités de jouer directement finalement sur vos marges, en tout cas sur vos charges, est laissé de côté. C'est un peu ballot. Quand vous savez que Rakuten et tout un tas d'entreprises du numérique mondial sont venues précisément en France pour ces raisons, les laisser de côté en termes d'entreprise en France, c'est un tout petit peu dommage. Ça a été fait pour vous au départ. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, quand on va regarder toujours cette enveloppe d'1 million, on va se dire donc j'ai des droits et peut-être qu'avec des CIR, avec d'autres dispositifs, je peux effectivement déjà apporter une réponse à cette problématique des 1 million dont j'ai besoin. La deuxième chose, c'est de se dire les banques. Je ne vais pas voir les banques, elles ne veulent pas prendre de risques, elles ne veulent pas financer l'innovation, c'est ce que m'a dit mon chargé d'affaires bancaires, donc voilà. Là encore, si on creuse le sujet, si on présente un plan de financement bien construit, global, dans lequel vous dites finalement j'ai différentes lignes de dépenses dans ces projets que je veux financer, j'ai plusieurs impératifs stratégiques et à chacun de ces impératifs correspond peut-être une solution. Donc peut-être que mon enveloppe se découpe en un certain nombre de sous-enveloppes et la banque va peut-être accepter de se positionner sur une partie de cette enveloppe, notamment si en plus j'ai montré que je travaillais bien sur le global. On arrive en fait à une idée assez claire et nette qui est de dire chacun des financeurs pourra se positionner et pourra vous appuyer sur le développement du projet à partir du moment où il se dira moi je couvre ma part de risque et en gros pas plus que celle que je voulais couvrir, pas moins non plus, et chacun a joué son rôle. Des investisseurs sont venus, ils ont effectivement apporté des fonds propres. Moi, en tant que banquier, je peux intervenir. La Banque publique d'investissement BPI est intervenue. Je vois que cette structure, elle gère bien la partie financement public. À partir du moment où, dans ce plan de financement, ça a l'air cohérent, bien construit et que chacun joue sa part de risque, vous verrez que, du coup, moi, en tant que banquier, je suis prêt à y aller, en fait. Pas de problème. Et sur des montants, parfois, surprenamment intéressants aujourd'hui et avec des dispositifs, alors toutes les banques ne sont pas au même stade de développement aujourd'hui en termes de produits, mais sur lesquels non, la responsabilité ou le nantissement, les hypothèques ou ce type de garantie ne sont pas systématiquement demandés aux dirigeants. Il y a tout un tas de mécaniques qui font qu'on peut échapper à cette règle qui a l'air immuable mais qui ne l'est absolument pas. Et puis, troisième point, le crowdfunding. Effectivement, on se dit, bon, vu la taille de mon projet, ou vu le fait que je sois en B2B, de toute façon, a priori, le crowdfunding n'est pas fait pour moi. Et là, je pense qu'on parlait de la vision de l'entreprise,
il faut parler aussi de la vision de ce que peuvent représenter certaines sources de financement aujourd'hui. Si vous ne voyez le crowdfunding que comme un moyen de se financer, en tant qu'entreprise bien sûr, parce que c'est aussi un moyen de faire de l'épargne intelligente pour les citoyens, et vous êtes tous citoyens, si vous voyez le crowdfunding comme ça, vous passez à côté d'une partie, je pense, importante du message. Le message du crowdfunding, c'est de dire, pendant la durée d'une campagne, à un moment donné, je vais avoir une exposition que je vais gérer avec les plateformes, et je vais avoir un impact de communication qui va bien au-delà des montants que je vais chercher en financement. Ce qui amène d'ailleurs certaines structures à ne pas avoir besoin de plus de fonds que ça, mais à venir solliciter tout de même une campagne, parce qu'en termes de communication, je peux marquer des points, et puis je vais avoir un impact sociétal important. En matière de discussion RH, de fédérer les équipes d'un projet, vous allez dire à un moment donné, je ne peux pas ouvrir le capital de mon entreprise à tous les salariés de cette entreprise, mais je peux peut-être offrir une épargne intelligente à des taux qui ne sont pas tout à fait ceux du livret A. Je pense que vous connaissez le taux du livret A aujourd'hui. Là, on va pouvoir avoir une façon nouvelle, intelligente, de se financer, sur laquelle on diffuse un message pendant qu'effectivement on vient se financer. Ça a d'ailleurs un effet induit, moi, que je trouve assez fantastique et passionnant pour nos métiers, qui est de dire, c'est génial, grâce au crowdfunding, on est en train de réconcilier les DAF avec les directeurs ou directrices de la communication. Ce n'était pas gagné au départ. Il y a quelques années, moi, quand je travaillais avec les grands groupes, c'était un peu deux des directions qui se tapaient dessus. Bon, après, en France, les directions aiment bien se taper dessus de toute façon, donc ça, c'est un peu un sport national. Mais ces deux-là en particulier, je pense qu'on participe à les réconcilier grâce, effectivement, au crowdfunding. On est en train de dire, notre plan de financement et la façon dont on va mettre de la lumière sur nos projets deviennent complètement compatibles. Et on en est presque à se dire, dans votre plan comptable, puisqu'à un moment donné, vous allez faire une campagne de crowdfunding et que vous allez offrir un taux d'intérêt plutôt sexy, il faut aller offrir du 6, du 7, du 8% sur des montants qui ne sont pas forcément élevés, mais il faut le faire. Normalement, vous devriez mettre ces montants en charge financière dans votre compte de résultat. Sauf que finalement, ça pourrait avoir du sens de dire, oui, charge financière ou budget com. Et là, effectivement, on a deux directions qui commencent à discuter de façon inédite et qui se disent, ça maintenant on peut l'appréhender avec un nouveau postulat. Donc, vous entrevoyez un peu que l'articulation de tous ces dispositifs peut donner une force de frappe à des projets assez inédites. C'est-à-dire que autant on a dit, si on part sur une enveloppe d'1 million, pas forcément systématiquement faire une levée, autant d'un autre côté, avec 50, 100 000, 150 000, 200 000 euros de fonds propres ou plus, on peut avoir des mécaniques de levier qui vont être assez fantastiques. On a essayé d'illustrer par un petit exemple ici. Alors, je ne vais pas vous le commenter pendant 3 heures parce que c'est important, mais j'ai entendu récemment, ouais, le crowdfunding, c'est pas fait pour nous, c'est des projets sociétaux, en gros, qui viennent chercher 5 000 euros et on s'arrête là. Alors, nous, on défend par exemple le lending, qui est donc du prêt via une plateforme de crowdfunding qui permet de ne pas se diluer. Et le lending, c'est possible dans la limite de 2,5 millions d'euros pour une entreprise. Donc ça compte aujourd'hui, parfois pour beaucoup, dans le plan de financement de certains projets. On n'est pas sur quelque chose qui est juste à la marge, qui était juste un signal, qui était juste du sociétal. Oui, il y a aussi des campagnes de crowdfunding qui sont orientées sur le don. Hein, vous pouvez faire de dons à des associations et autres, c'est tout à fait louable. Alors vous avez les préventes, avec ce qu'elles ont d'intéressant de tester un marché. La problématique, c'est que là, vous allez devoir faire un effort très très important sur votre chiffre d'affaires, puisque en général, quand vous faites du don via une plateforme, vous êtes obligé de consentir à quelque chose qui fait que parfois, vous facturez la moitié de ce que vous auriez dû facturer. Donc le lending et l'equity sont deux solutions de financement via les plateformes qui vont vous permettre de vraiment alimenter de façon importante un projet. Et là, vous voyez sur l'exemple d'un projet qu'on a défendu récemment, toutes les sources de financement qu'on a su mobiliser sur une période de quelques mois, ça suppose aussi de construire ça dans le temps. C'est pas binaire, c'est pas je démarre en octobre et puis j'aurai mon financement de 1 million ou de 2 millions ou de 5 millions au mois de décembre. C'est je vais avoir des enveloppes qui vont tomber dans le temps, ce qui tombe bien puisqu'en général les 5 millions qu'on voulait lever, on n'était pas parti pour les dépenser non plus en 3 mois. Donc on va gérer ça dans le temps et on va coupler donc du financement public, on va coupler des banques qui d'ailleurs peuvent intervenir à différentes étapes du projet. Donc on va les solliciter une fois et on va en faire des partenaires. J'insiste là-dessus parce que là encore, le rôle du banquier dans une levée, moi j'aime bien dire qu'il est assez essentiel. Quand vous allez avoir financé votre projet, vous allez vous rendre compte que pour le développement international et autres, vous aurez besoin de votre partenaire bancaire sur bien d'autres choses que le financement pur du projet. Donc avoir une relation apaisée avec le banquier, c'est plutôt quelque chose de positif.
J'en profite pour dire d'ailleurs que nous, quand on a défendu et quand on défend des dossiers de financement public, donc si on reparle du crédit d'impôt recherche par exemple auprès de l'administration fiscale, j'ai vu des cabinets qui avaient des relations extrêmement compliquées avec l'administration. C'était très conflictuel, on avait des bataillons de juristes pour aller affronter l'administration quand il y avait un contrôle. Nous, on part du postulat que on est aussi contribuable. Donc à un moment donné, on regarde les droits de l'entreprise au regard du crédit d'impôt recherche, on dépose des dossiers, mais on est sur un principe de réalité. Quand l'administration vient contrôler, c'est normal qu'elle vienne contrôler. Si vous levez des fonds privés, vous allez asseoir des gens à une table et vous allez peut-être faire un conseil d'administration tous les mois, et y compris la couleur du logo, c'est quelque chose qui sera peut-être discuté dans l'entreprise. Donc à un moment donné, vous leviez des fonds publics et que l'administration, une fois par an, très rare, tous les 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ou 6 ans, viennent regarder ce que vous avez fait des montants qu'elle vous a alloués, forcément que d'abord c'est plutôt sain, et que c'est plutôt logique. Donc se mettre dans une démarche déjà positive de dire, sans être un partenaire complet, l'administration est en tout cas un interlocuteur avec lequel je dialogue, et je dialogue sainement, c'est en tout cas nous un credo qu'on défend, et on essaye de dire, grâce à ces relations apaisées, je dirais comme par hasard, nous on a défendu à peu près 450 dossiers sur les 5 dernières années, et on n'a pas eu un seul penny de redressé. Ce qui veut dire que quand vous abordez ce type de relation différemment, vous arrivez à des résultats qui sont différents. Et c'est là que je reviens aussi sur, je pense, une part importante du propos. Tous les partenaires financeurs, et j'insiste sur ce mot partenaire, que ce soit le particulier qui a financé votre campagne de crowdfunding, avec lequel vous allez essayer de discuter ensuite, que ce soit le financeur public, que ce soit le financeur privé, doivent être vraiment appréhendés dès le départ de la relation comme un partenaire. Je vous le dis parce que très souvent on voit des gens partir avec des dossiers sous le bras en disant aujourd'hui journée compliquée, en gros je me tape le banquier, ou je vais à la BPI, ou je vais effectivement en contrôle de l'administration, et ça va être extrêmement tendu. Quand tout ça, vous valorisez le partenaire dans la relation, et quand vous lui montrez que vous êtes de bonne foi et que vous l'impliquez dans votre projet, ça se passe en général très très bien. Je crois que c'était le dernier message que je voulais vous passer. J'avais laissé un peu de temps pour les questions. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de vous dire ? Alors si vous avez des questions, vous levez le doigt, je crois qu'on doit vous passer un micro pour pouvoir poser la question. Pas de questions ? Vous souhaitez gagner 5 minutes, c'est ça ? Merci. La question. Mettez bien le micro sur votre... Ouais, la question va être assez crue, mais vous prenez combien d'argent pour la lever ? Alors, pourcent ? Non, je vais y répondre. Alors, on n'a pas de problème à discuter de ces questions. Je vais même faire une réponse un peu plus globale. Un message que j'aurais souhaité passer plus tôt, mais merci de m'en donner l'occasion, c'est qu'on est assez start-up friendly, et du coup, on applique ça à tous nos clients. Donc nous, on est sur un modèle au succès. Donc en gros, quand à un moment donné, on va facturer quelqu'un, c'est qu'on a apporté une plus-value. On invite d'ailleurs nos clients à avoir cette démarche avec chacun de leurs clients. Et on est dans une démarche gagnant-gagnant. Ça veut dire qu'en gros, en fonction des supports, alors entre le crowdfunding, où on va prélever 4%, voilà un chiffre. La levée de fonds, ça va dépendre des montants, mais en gros, on va être sur aussi quelque chose qui va être très connoté au succès. Ça peut descendre à 2%, ça peut monter jusqu'à 8%. Ça dépend des montants, ça dépend de la technicité. Et puis les financements publics, ça va dépendre aussi de ce qu'on fait, de la typologie. Mais à chaque fois, on va être sur la récurrence de dire on est plutôt au succès. Parfois, on discute d'un forfait avec nos clients quand on les connaît bien, mais au départ, on est toujours là-dessus. Ça permet de se dire, puisqu'on accompagne ces clients, mais même sur les grands clients, et qu'on est sur quelque chose où il faut absolument réussir la mission pour qu'il y ait un gain pour notre client, on est responsable de ce gain et on a construit un modèle sur lequel on est impliqué à côté de nos clients dans cette réussite, systématiquement. Bon, pas une question crue du tout, elle me dérange pas. Oui. Alors, moi, j'ai une question simple. Merci. J'ai des économies, je crée une start-up, Ouais. et j'ai des gens qui me disent « mets toutes tes économies et verse-toi un salaire rapidement ». Ouais. D'autres qui me disent « non, non, fais attention, garde des économies, profite du chômage, c'est fait pour ça ». Et j'ai envie de dire, par rapport à mes valeurs, moi, ça me gêne. Qu'est-ce que vous nous conseillez par rapport à ça ? Alors, vos valeurs sont vos valeurs et je vous laisserai
effectivement les mettre en avant ou pas sur cette question. Maintenant, la réponse que je ferai à ça, vous avez vos amis qui vous disent ça, mais ça va plus loin que ça. Souvent sur les territoires, un certain nombre d'interlocuteurs qu'on va voir quand on crée une structure vont tenir des propos complètement contradictoires, chacun avec sa vision, ses valeurs ou pas d'ailleurs, mais son métier, sa sensibilité, son intérêt parfois. La réponse que je ferai quand même, c'est de dire, à un moment donné, mettez-vous dans la tête de ce que vous allez vouloir et devoir faire ensuite. C'est-à-dire que si vous avez une certaine ambition sur le projet, qui fait qu'à un moment donné, cette structure que vous créez, je ne sais pas si vous avez prévu de recruter un petit peu, de développer quelque chose, vous serez donc probablement amené à solliciter d'autres sources de financement, d'autres partenaires, d'aller à la rencontre de clients ou de partenaires aussi business. Posez-vous la question, vous êtes un de vos partenaires ou un de vos financeurs potentiels. Vous êtes dans l'hypothèse A, sur laquelle, alors, mettre toutes vos économies, je ne sais pas, il faut regarder le volant que vous voulez donner au projet, ce qui est nécessaire pour le démarrer, pour le rendre crédible et amorcer un peu la pompe des financements. Mais en gros, vous êtes dans cette dynamique dans laquelle vous assumez complètement que vous êtes entrepreneur et que vous allez prendre le risque d'investir une partie de votre argent dans ce projet. Et vous allez dialoguer avec des entrepreneurs et des financeurs à côté. Hypothèse 2, vous allez jusqu'au bout du chômage et puis effectivement, vous allez voir des gens au départ pour quand même amorcer la pompe du financement ou du business, mais vous leur dites pour l'instant je touche le chômage. En gros, ça veut dire que parfois la société n'est même pas créée, mais on va essayer d'établir des liens. Donc déjà, établir des liens commerciaux ou partenariales avec des gens alors que la personne morale n'existe pas, ça va sûrement être compliqué. Et puis, en termes d'état d'esprit, c'est pas terrible. D'un point de vue complètement financier, il y a d'autres questions qui viennent impacter tout ça. Souvent, quand vous allez amorcer la pompe dans une structure, si la personne morale n'est pas créée, on le voit très souvent, des gens qui disent on va aller jusqu'au prototype, on va toucher le chômage et puis on créera la boîte si ça vaut le coup. Pour aller jusqu'au prototype, quoi qu'on en dise, très souvent, il va falloir investir un petit peu, des logiciels, du matériel et tout un tas de choses. Puis quand on voit les factures à l'arrivée, finalement, on a mobilisé quelques dizaines de milliers d'euros. C'est un peu ballot, on a loupé tout ce qu'on avait à récupérer sur la TVA, puisqu'il n'y avait pas de personne morale. Donc on a déjà perdu 20% de financement possible récupérable là-dessus. Dommage. Et puis effectivement, quand on regarde l'effort qu'on a fait à l'arrivée, on s'est coupé de toutes ces sources de financement. Et je termine avec une dernière réponse. Si aujourd'hui, en fonction de ce que vous allez faire ou ce que vous comptez faire, si vous faites examiner le projet très vite par quelqu'un qui va pouvoir déterminer, notamment sur les financements publics, si vous ouvrez des droits, crédit d'impôt recherche, JEI, BPI, subventions et autres, ces financements vont vous permettre d'amorcer la pompe et à côté des fonds propres que vous allez mettre à disposition de votre entreprise, créer votre emploi, vous rémunérer et avancer. Donc le côté je crée ma boîte mais j'attends 1 an, 2 ans, 3 ans avant de me payer est révolu si jamais vous gérez bien ces financements. Vous aurez des montants au moins aussi intéressants que ceux que vous touchez au chômage, mais dans une dynamique nettement plus entrepreneuriale et chef d'entreprise. Donc je ne parle pas de la réponse en termes de valeur ou autre. Maintenant, à vous de voir quelle option vous retenez. Mais voilà tout ce que vous allez véhiculer. Et je pense voilà tout ce qu'il faut intégrer dans votre réflexion quand vous voulez répondre à une question comme celle-là. Merci. Je crois qu'on arrête. Je vous remercie à tous. Je vous remercie tous, pardon.